Bon, de la donc, CDH. je ne sais pas plus qui était vraiment présent la semaine dernière, mais on a essayé d'approcher la signification de trahir est-il inévitable. C'est la problématique qu'il y a dans ce premier temps, c'est d'essayer de raisonner, de penser, et pas de porter forcément des jugements sur le fond, mais de justifier chaque approche qui est possible de la phrase, ce qui nous a amené à considérer que trahir avait une connotation négative d'une manière générale, et à nous poser la question si cette connotation négative n'était pas en définitive liée à une conception du monde qui serait judéo-chrétienne avec la morale. Est-ce qu'on ne pouvait pas envisager que le mot trahir qui vient de tradere latin veut dire déplacer, donc est-ce que le trahir n'était pas simplement un désordre qui atteignait les fondements de la personne, perturbait les liens entre les hommes, les liens sociaux, et pouvait être non pas mortifère comme le voudrait la morale, non pas destructrice, mais au contraire permettrait un renouveau et chez l'un et chez l'autre, ou si c'est des domaines comme l'idéologie, dans un domaine et dans un autre domaine, n'était pas en définitive positif. Bon, c'était une hypothèse. Martine reprend le problème de la trahison chez un auteur de l'histoire de la philo qui est Hannah Arendt. Et on va voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner, oui. Bon, alors bonsoir. Merci. Et oui, donc je vais reprendre cette problématique avec... bon, j'ai beaucoup réfléchi, je ne savais pas trop qui prendre. Et puis, je me suis décidée pour Hannah Arendt. Et je vais essayer d'expliquer... Alors, plus précisément, dans l'œuvre d'Hannah Arendt, j'ai pris un texte qui, certes, a provoqué beaucoup de polémiques et de contestations, qui est donc le procès Eichmann à Jérusalem. Bien, je vais essayer d'expliquer pour quelles raisons j'ai pris ce texte. Tout simplement parce que dans ce texte précis, le personnage, la personne d'Eichmann représente quelqu'un qui a toujours refusé de trahir. C'est-à-dire qui revendique, et qui l'a fait tout au long du procès, une fidélité absolue à un certain nombre de règles, une fidélité qui confine même à ce qu'on pourrait appeler un certain mythe de l'inconditionnalité. Voilà, Eichmann, c'est l'incarnation de l'inconditionnalité, et ce faisant, cette fidélité lui épargnant toute forme de responsabilité et toute forme d'autonomie de la pensée. Ce qui permettra donc à Hannah Arendt, dans le compte-rendu qu'elle a fait de ce procès, de montrer que, en fait, la caractéristique essentielle d'Eichmann, c'est que quelqu'un qui, à travers son refus de toute trahison et à travers son obsession de la fidélité, on verra quoi, est quelqu'un qui incarne la défaite de la pensée, qui incarne l'annihilation de la pensée dans la mesure où il revendique une obéissance absolue à ce qu'il a appelé l'impératif catégorique kantien. Bien, ça c'est une première chose. Et puis, le fait que ce soit un texte de Hannah Arendt n'est pas un hasard, dans la mesure où elle-même, qui a fait donc le compte-rendu d'abord pour
le journal le New York Times, puis en Affaires libres, donc qui a fait le compte-rendu de ce procès, a été l'objet, après ce compte-rendu, de tout un certain nombre de reproches importants, et on lui a reproché à Hannah Arendt son manque d'amour pour Israël, et le fait même, ça a été dit, on l'a condamné pour avoir trahi justement les siens et pour avoir offensé les victimes de la Shoah, et donc d'une certaine manière, ce faisant, elle aurait disculpé les bourreaux. Bien. Et donc Hannah Arendt, elle, défend sa position comme étant celle qui, précisément, à travers la lecture qu'elle fait de la personnalité d'Eichmann, refuse une adhésion inconditionnelle à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et donc, c'est pour cela que dans le cours du procès, elle se permettra une critique de certaines communautés juives de l'époque. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui elle-même accusée de trahison, mais qui revendiquera effectivement, peut-être pas son droit de trahir, mais en tout cas son droit d'avoir une pensée critique, autonome et justement pas inconditionnelle, sans aucune forme d'inconditionnalité. Bien. Et puis, ce qui a aussi fait polémique dans le compte-rendu qu'elle en a fait, c'est en fait le refus qu'elle énonce radicalement de la monstruosité d'Eichmann, en montrant que ce dernier est tout sauf un monstre, que c'est quelqu'un d'une très grande banalité, c'est un homme ordinaire, mais qui incarne, dit-elle, le vide de la pensée, voire même le désert. Et que c'est peut-être ce vide de la pensée, et que c'est peut-être ce désert qui est là le véritable mal. Et donc ce qui est le plus dangereux, somme toute. Et bon, d'où cette fameuse citation, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Bien. S'il y a des actions de ce type qui peuvent être menées, type celle d'Eichmann et des nazis en règle générale, c'est parce que ceci s'effectue dans un désert de la pensée ou dans un vide de la pensée. Peut-être que s'il n'y avait pas ce vide de la pensée, eh bien, ces actions n'existeraient pas. Bon, voilà la justification de mon propos. Alors, très rapidement, hein, Hannah Arendt, c'est donc 1906-1975. C'est quelqu'un qui se présente à la fois comme une politologue et comme une philosophe. C'est quelqu'un qui a baigné dans l'héritage de Heidegger, puisque Heidegger a été, même après, son amant, disons. Et c'est quelqu'un donc qui a vécu dans le milieu allemand des années 1920, 1930, 1940, et donc qui, au point de départ, baigne dans la phénoménologie, celle de Husserl, mais aussi celle de Heidegger, et aussi qui est aussi fortement influencée à la même époque par ce qu'on appellera l'école de Francfort, c'est-à-dire tous ces gens comme Walter Benjamin, ou ces gens comme Jürgen Habermas, ou même après comme Blücher, qui deviendra son mari, qui, eux, abordent les choses, leur vision du monde, d'une manière, dans une dimension beaucoup plus sociale et beaucoup plus politique et historique. Donc on dit, Hannah Arendt va faire la synthèse entre les deux, entre une approche proprement phénoménologique et une approche plus sociale et plus historique, disons.
Bon, elle est surtout célèbre en fait par trois de ses ouvrages. Bon, Les origines du totalitarisme en 1951, La condition de l'homme moderne en 1958 et La crise de la culture en 1961. Son dernier ouvrage, La vie de l'esprit, est de 1970, mais il est inachevé. Bien, je pense que c'est important, en tout cas que l'ancrage historique d'Hannah Arendt est important. C'est important dans la mesure donc elle est allemande, elle est née en Allemagne, mais par contre elle est aussi de confession juive, et donc c'est quelqu'un qui a quitté l'Allemagne au début de la montée du nazisme, assez tôt, qui s'est réfugié à Paris et qui a aidé de Paris un certain nombre de citoyens français juifs et allemands à quitter la France et l'Allemagne pour la Palestine. Cependant, elle a été arrêtée, elle a été mise dans un camp, elle s'est échappée et elle a émigré après, et ce de manière définitive, aux États-Unis en 1941. Et c'est dans ce cadre de son enseignement qu'elle a fait dans de nombreuses universités américaines qu'on a fait appel à elle pour participer et rendre compte de ce fameux procès Eichmann qui a eu lieu en 1961 et dont elle a fait un ouvrage en 1963. Alors, on a affaire donc à deux positions complètement opposées et antithétiques, je dirais, entre le personnage, la personne de Eichmann d'une part, qu'elle va analyser, et puis sa propre position à elle, non pas tant vis-à-vis d'Eichmann que vis-à-vis de la communauté à laquelle elle est censée appartenir et de sa revendication d'une pensée libre et autonome. Alors, en ce qui concerne donc le procès de Eichmann lui-même, elle précise sa pensée dans les entretiens qu'elle a eus avec Joachim Fest. Joachim Fest, c'est un historien allemand qui a écrit beaucoup de livres d'histoire et notamment qui a écrit un pavé sur Hitler lui-même, que j'ai lu d'ailleurs, qui est intéressant. Et donc dans ces entretiens avec Joachim Fest, elle précise un certain nombre de thèmes. Pour elle, Eichmann n'est pas un monstre au sens propre du terme, parce qu'on a tendance à dire que c'est complètement monstrueux, mais c'est un homme quelconque, banal, un fonctionnaire type, dit-elle, qui remplit avec zèle la tâche qu'on lui a donnée et qu'on lui a assignée, sans même jamais réfléchir, sans même qu'il y ait jamais un mobile criminel à ce qu'il a fait, sans même qu'il y ait jamais chez lui aucune référence à une idéologie quelconque, jamais, mais qui a voulu absolument participer et qui, il le dit lui-même, avec plaisir à fonctionner dans ces rouages qui étaient les rouages du Troisième Reich et la nécessité en fait de parvenir à faire son travail de manière précise sans jamais penser à ce qu'il faisait
ou à ce que pouvaient être les conséquences de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, et c'est là qu'elle dit que, comment dire, cette fidélité et ce fonctionnariat tout bête, sans jamais aucune réflexion, c'est ce qui fait de cet individu quelqu'un, dit-elle, qui est d'une bêtise révoltante. Bon, bêtise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et d'une bêtise révoltante, ça veut dire que, en fait, c'est quelqu'un chez lequel, c'est peut-être ce qu'il y a de pire chez l'être humain, c'est quelqu'un chez lequel il n'y a aucune profondeur. Il n'y a rien de démoniaque, mais il n'y a aucune fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement, c'est quelqu'un qui refuse, et qui n'y a jamais pensé, qui refuse de se représenter ce qu'il en est véritablement de l'autre. Son propos, c'est pas l'autre. Son propos, c'est ce qu'il fait lui et ce qu'il a à faire lui. Mais se mettre à la place de l'autre, ou voire même penser que l'autre existe, c'est hors de son propos. Et à la limite, on pourrait dire que son crime, c'est celui de l'altrucide, quoi. C'est quelqu'un pour lequel l'autre n'existe pas, tout simplement. L'autre n'existe pas. Ou alors, il existe simplement comme objet ou comme rouage. Donc, et Hannah Arendt dit l'impossibilité de penser à la place de tout autre humain, c'est ça qui fait qu'on a affaire à quelqu'un, dit-elle, qui est d'une bêtise révoltante et qui navigue dans un vide de la pensée totale. Et elle dit donc que c'est là qu'est le mal. Alors je précise. Eichmann, lui, dans sa plaidoirie, si je puis m'exprimer ainsi, a toujours dit qu'il refusait de trahir et qu'il avait été dans une fidélité absolue. Mais quand il dit ça, dit Hannah Arendt, en fait, c'est quelqu'un qui ne parle que par banalité. C'est quelqu'un qui utilise la langue de bois qui est celle de l'administration, mais qui ne s'implique jamais. Il n'est jamais impliqué en tant qu'individu, il s'implique simplement comme rouage d'une administration. Et en fait, c'est quelqu'un qui, dans cette administration, fait, et ça me paraît très important, fait la comptabilité des pièces. Voilà, est-ce que toutes les pièces sont bien en place? Oui, alors j'ai oublié de dire que en fait, Eichmann, c'est celui qui a participé et qui a préparé et qui a participé à la conférence de Wannsee à laquelle fut décidée la solution finale. Il était présent, il l'a organisé, on lui a demandé de l'organiser, il l'a organisé. Bien, c'est pas aller plus loin pour lui. Mais donc, il faisait une comptabilité des pièces et non celle des cadavres. En fait, il fallait des quotas. Bien, donc il fallait des quotas de vivants, des quotas de morts, des quotas... Bien. Il s'occupait de compter, sans aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faisait un simple travail de bureau. Et c'est pour ça que Hannah Arendt dit que, en fait, il a refusé. Il n'a jamais voulu démissionner. Parce que démissionner, ça aurait été trahir. Ça aurait été trahir et l'impératif catégorique. Donc en fait, elle dit en fait ce qu'il a fait, c'est un crime, ce sont des crimes de bureau, où il n'a plus aucune responsabilité, mais un transfert de la responsabilité sur une autorité, mais qui n'est pas la sienne, qui est une autorité extérieure, qui est une autorité reconnue, et lui, il se contente d'agencer des moyens sans se préoccuper des femmes. La femme ne l'intéresse pas, ou ne la voit pas. Il s'occupe uniquement des moyens à mettre en place. Donc, ce qu'elle dénonce à travers ça, c'est son incapacité à penser du point de vue d'autrui. C'est un exécuteur d'ordre, c'est un fonctionnaire du mal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui fonctionne
dans un rouage et qui fait un métier, qui fait partie, faire fonctionner